Garrigue Vonage. Donc j'interviens ici en tant que membre d'un collectif, des collectifs, et en tant que citoyenne, puisque je ne suis pas scientifique du tout. Je viens surtout vous parler des boues de forage en tant que facteur majeur et incontournable de pollution. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre... voilà, on a le diaporama que j'ai préparé. Donc j'ai en fait travaillé surtout sur le cas du forage de Noville en Suisse, qui est un forage qui a eu lieu en 2009-2010 sous le lac Léman, puisque c'est un endroit que je connais assez bien, et donc j'ai pu faire une petite recherche à ce sujet. Alors, en fait, on pourrait classer les différents types de pollution comme des pollutions. Il y a des pollutions qui sont inévitables, qui sont donc inhérentes aux pratiques pétrolières et gazières en général. Et parmi ces pollutions inévitables, on a les pollutions par l'usage et par les techniques d'élimination des boues de forage. C'est donc sur ce sujet-là que je vais m'étendre plus particulièrement. Il y a aussi des pollutions qui sont des pollutions fréquentes, qui sont liées, par exemple celles qui sont liées à la fracturation hydraulique, donc avec des problèmes dus aux fissures dans lesquelles les liquides de forage peuvent remonter, etc. Les infiltrations de gaz dans les nappes phréatiques, la pollution de l'atmosphère. Il y a les pollutions évitables qui sont liées à des mauvaises pratiques pétrolières et gazières. Il y a aussi des pollutions qui sont dues au manque de cadre législatif, et ceci particulièrement dans des pays qu'on a l'habitude de qualifier de pays en voie de développement, mais c'est aussi le cas en Europe, puisqu'on a des juridictions très différentes d'un pays à l'autre, et parfois dans le même pays, d'un land à l'autre, par exemple en Allemagne, et en Suisse d'un canton à l'autre. J'ai un petit peu étudié les compositions des fluides de forage et je me suis basée sur une thèse qui a été écrite par Mohamed Kodja, qui est donc algérien, qui travaille pour une société pétrolière algérienne, qui a fait ses études apparemment en France, en tout cas en partie. Et lui a dit qu'il y avait entre 500 et 600 produits qui pouvaient être utilisés dans les boues de forage. Certaines personnes ont même évoqué jusqu'à 2000 produits, mais je pense que c'est un petit peu exagéré. Ceci dit, il ne faut pas croire qu'on va retrouver l'ensemble de tous ces produits dans un puits. C'est donc une panoplie dans laquelle les boueux, puisqu'on les appelle les boueux, les gens qui préparent les boues de forage, vont pouvoir puiser pour élaborer la boue la plus efficace possible. On a des boues à base d'eau. C'est celles qui sont apparemment le plus couramment utilisées aujourd'hui. Autrefois, on utilisait aussi beaucoup de boue à partir d'huile, donc de pétrole, etc. Des boues à base d'air, des boues à base de gaz. Alors, le problème, c'est que la plupart du temps, les boueux utilisent des produits qui sont prêts à l'emploi. Ils achètent, donc les entreprises achètent des sacs sur lesquels on a des noms de produits, et les fiches produits ne sont pas du tout exhaustives. Une personne qui a effectué un stage sur la santé des travailleurs dans le domaine pétrolier, donc chez Total, qui s'appelle Charlotte Guérin, a rédigé un mémoire très très intéressant. Elle a classé sur cette figure les différents produits qu'on utilise donc pour la fracturation et les forages en général apparemment. Et donc on voit très bien sur cette image que énormément de produits sont toxiques, corrosifs, voire extrêmement toxiques. Ce qui est pratiquement, les produits extrêmement toxiques représentent pratiquement, on va dire, un bon tiers des produits qui sont intégrés dans l'eau pour préparer les boues de forage. Puis je me suis appuyée sur les travaux du professeur Picot, à qui je rends hommage ce soir. Donc lui a mis en évidence le rôle de réacteurs chimiques
joué par les puits de forage, puisqu'on sait que plus on va descendre en profondeur, plus on va avoir une température élevée. Donc les produits qui sont introduits au départ vont subir des modifications. Les molécules vont parfois être dissociées, recomposées différemment. Et on arrive au final, à la sortie du puits, sous l'effet de la pression et de la chaleur, à des produits qui ne sont pas dans l'égout à l'introduction du puits, notamment par exemple le 4-MQO, qui est un produit extrêmement dangereux. Je vous laisserai regarder justement sur le site de l'ATC le rapport qui a été préparé par André Picot et son équipe. Puis j'ai aussi eu l'occasion de traduire une lettre qui a été écrite par Robert Howard, qui est professeur d'écologie à l'université de Cornell. Il a rédigé cette lettre avec 58 autres scientifiques qui travaillent dans le domaine de l'environnement, des toxicologues, des chimistes, des physiciens, etc. Et tous ont été d'accord pour dire que les systèmes de filtration qui sont aujourd'hui à disposition des collectivités, aux États-Unis, mais on peut bien imaginer qu'ici ce sera pareil, toutes ces installations sont incapables de retirer des bouts de forage, des produits extrêmement toxiques en très grand nombre, très très variés, qui donc vont rester probablement, en tout cas en partie, dans l'eau qui va être ensuite réintégrée dans les eaux de consommation. Donc c'est une extrême préoccupation pour ces chercheurs et je pense que ça doit être aussi une très grande préoccupation pour les collectivités, pour les représentants des collectivités qui sont là aujourd'hui. J'attire leur attention là-dessus. Alors, que deviennent les bouts de forage après usage ? C'est une question que je me suis posée assez rapidement, donc à partir de février passé, je me suis penchée sur cette question. Donc lorsque les boues sortent du puits, elles sont traitées en partie sur place. On sépare les cuttings, c'est-à-dire les petites particules minérales, on va dire, des liquides, avec un système de filtration et de flocculation. Ensuite, soit on réinjecte cette eau dans les puits pour repratiquer par exemple une nouvelle fracturation, en rééquilibrant la composition chimique, soit on va éliminer ces bouts de forage. Et pour les éliminer, on a plusieurs solutions, qui à mon avis qui ne sont pas des solutions très très rassurantes. Soit on les stocke dans des bassins où elles vont être évaporées, par exemple au Texas, ça se pratique couramment. Chez nous, ce sera beaucoup plus difficile parce qu'on a une météo qui est pas du tout adaptée à ce genre de pratique. Soit on peut la réintégrer dans le sous-sol, dans d'anciens puits ou dans d'anciennes mines. Ça s'est passé par exemple en Basse-Saxe. On sait que les eaux du forage de l'Une, par exemple, ont été réintroduites dans d'anciens puits de forage qui ont été effectués entre les années 60 et 70, je ne sais pas exactement. On les injecte aussi dans les puits désaffectés en exerçant une très forte pression, ce qui a pu occasionner des séismes, par exemple, aux États-Unis. On a aussi eu quelques velléités de les traiter sommairement dans les stations d'épuration, ce qui n'est pas du tout bon pour les stations d'épuration et pour les consommateurs encore moins. Pour les forages offshore, les bouts de forage sont traités sur place, donc avec la séparation des cuttings et la flocculation-filtration. Puis elles sont réintroduites directement en mer, le plus souvent, parfois ramenées à terre, mais je n'ai pas d'exemple précis à ce sujet. Par contre, beaucoup d'exemples de rejets en mer. Ou alors les rejets en pleine nature, ce qui se pratique assez couramment aux États-Unis. J'imagine, j'espère que ce n'est pas le cas dans des pays comme la France et l'Allemagne. On les a aussi, par exemple, déposés dans des décharges, dans des anciennes carrières, etc. Alors voilà le cas du forage de nos villes.
On peut voir donc sur le bas de la photo, on voit l'emplacement du forage. Et puis l'ellipse montre en fait l'endroit où le forage horizontal a été percé. Donc c'est un forage qui a été donc effectué en 2000, à cheval sur 2009 et 2010, qui était un forage à haut risque environnemental, puisqu'il se passait dans un endroit quand même... Bon, il faut savoir que le lac Léman, c'est le plus grand réservoir d'eau douce de l'Europe occidentale. C'est une région qui est très densément peuplée. Il y a une réserve naturelle qu'on peut voir ici sur la partie droite de l'image. On a les limites de la réserve naturelle et on voit que le forage est en fait une espèce d'enclave à l'intérieur de... Merci. Voici l'emplacement du forage. Et c'est donc une enclave à l'intérieur d'une réserve naturelle qui fait partie du réseau Ramsar, donc réseau des réserves naturelles des zones humides. Et il y a eu en plus un accident de forage. Le train de tige s'est bloqué dans le forage, dans la partie horizontale du forage, et il a fallu faire exploser. On a dû mettre une ou deux charges explosives suivant les sources pour libérer le train de tige qui était coincé. Donc on voit sur cette image le permis Petros Vibri. C'est la seule image que j'ai trouvée qui montre la délimitation de ce forage, de ce permis, pardon. Et il semble qu'il soit à cheval sur la France et la Suisse, mais ça me paraît assez étrange. Enfin, j'ai pas eu de confirmation pour ça. Donc les travaux ont été réalisés par Petros Vibri, qui est une filiale de Gaznat et Odigaz. Et les hydrocarbures qui étaient visés sont des tight gaz, c'est-à-dire des gaz de réservoir compact. On a en fait, il y a un service de l'État qui est responsable du suivi de l'élimination des boues. C'est un service qui s'occupe en fait de la sécurité environnementale, hein, qui est le service des eaux, sol et assainissement du canton de Vaud. Il y a des partenaires privés en assez grand nombre, mais le bureau qui a réalisé l'étude d'impact, c'est le bureau CSD, et c'est lui qui était aussi chargé du suivi des boues de forage. Et puis on a aussi le bureau Géofor, je crois qu'il est basé en France. Et c'est eux qui ont donc donné les conseils pour l'orientation des puits, etc. Alors voilà un tableau qui nous montre le voyage des boues de forage. Donc on ne va pas s'étendre trop longuement sur ce tableau, mais c'était pour vous montrer qu'en fait, à la date en février 2010, c'est-à-dire que le forage était déjà très grandement avancé, les Petros Vibri ne savaient toujours pas, le CSD ne savait toujours pas ce qu'ils allaient faire avec les boues de forage. Donc elles ont été d'abord, il y a une partie des boues qui étaient les boues qui ont été collectées sur la plateforme elle-même, qui ont été rejetées après une filtration-floculation directement dans le canal qui jouxtait la plateforme. Ensuite, il y a une partie qui est partie, une station d'épuration près de Lausanne. Il y a une entreprise qui est chargée de recycler des eaux industrielles qui a essayé de faire un travail sur ces boues, mais qui n'y est pas parvenu. Ensuite, ça a été stocké dans une carrière. Puis, cette carrière ne voulait plus les conserver, donc ça a été envoyé dans une décharge inerte dans le canton de Vaud aussi, dans un petit village. Et là, il y a eu des pollutions qui ont été remarquées par certains habitants. Puis, comme il y avait des odeurs extrêmement nauséabondes qui se sont répandues dans l'environnement de cet épandage, on va dire, ils ont été obligés d'emmener ces boues encore ailleurs. Donc ensuite, ça s'est promené un petit peu partout en Suisse, dans plusieurs endroits en Suisse, et ces boues ont terminé en Allemagne.
Et là, elles ont été incinérées. Voilà, donc au niveau comment dire, au niveau environnemental, c'est vraiment un énorme souci. Et incinérer les boues, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très très peu intéressant. C'est le moins que je puisse dire. Alors ici, on voit par exemple la photo de la décharge contrôlée inerte des mines de sel du Bouillet. C'est là qu'ils ont déversé ces boues, puisque cette décharge inerte est bizarrement destinée à recevoir les déchets de la mine de B, donc des déchets déjà un peu salés. Et ils en ont profité, puisque ces bouts de forage sont très salés, de les déverser ici, en pensant que c'était à peu près la même chose. Alors, il y a des organismes, l'organisme d'État dit que les boues sont toujours sur place. L'organisme privé chargé d'éliminer les boues a dit que les boues avaient été retirées, donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Puis ça, c'est un deuxième site où elles ont pu transiter, donc c'est ce qu'ils appellent en Suisse une décharge bioactive, qui était aussi une ancienne carrière. Apparemment, au moment où ces boues ont été déposées ici, les travaux de percolation des eaux, le système de traitement des eaux de percolation, par contre, était toujours en cours de réalisation. Donc, probablement que les conditions n'étaient pas excellentes. Alors, ce qui peut expliquer tous ces problèmes, c'est le fait que c'était le premier forage de ce type en Suisse. Il y a aussi un problème qui vient du fait que ce sont des entreprises étrangères qui ont effectué ces travaux, et donc une mauvaise connaissance de la législation. Il y a aussi eu certainement un non-respect de certaines exigences légales. Je pense aussi que l'entrepreneur a minimisé la quantité, les volumes des boues. Donc les analyses n'ont pas été aussi non plus très très fines sur les produits. Il y a aussi probablement un manque de communication entre les différentes structures, un manque d'informations, des informations contradictoires, enfin c'est un petit peu un ensemble de choses. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune structure dans le canton de Vaud, ni en Suisse, et probablement, mais je me trompe peut-être, en France, ça m'étonnerait qu'on ait non plus ce genre de structure, des structures adaptées au traitement de ces eaux. Le résultat, c'est que le 9 septembre 2011, un moratoire a été décidé par le canton de Vaud sur toutes les recherches de gaz de schiste. Ce sont les termes en fait de ce moratoire, donc on suspend les recherches et l'exploitation des gaz de schiste, mais on voit bien que le responsable de Petros Vibri n'est pas du tout... ne recule pas du tout et ça n'a pas l'air de beaucoup l'ennuyer.